Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20. À la une de l'actualité de ce mercredi, le Sud-Est toujours meurtri par les incendies. Un feu gigantesque continue de gagner du terrain du côté de Bormes-les-Mimosas dans le Var. 12 000 personnes ont été évacuées. Nous rejoindrons Victoria Rouxel en direct. Une lutte de tous les instants pour les pompiers alors que la polémique sur les moyens mis à leur disposition prend de l'ampleur. Le pays est-il sous-équipé? Nous ferons le point. La France rend un poignant hommage au père Hamel 1 an après son assassinat par 2 terroristes. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à une messe à Saint-Étienne-du-Rouvray en présence d'Emmanuel Macron. L'usine Tim et ses salariés nordistes échappent à la liquidation. Un industriel bulgare a déposé une offre de reprise à la dernière minute. 446 emplois sauvés. Enfin, direction ce soir le lac du Salagou dans l'Hérault dans le cadre de notre série de l'été. Un décor de rêve et une palette de couleurs incroyables. Ce soir, la situation reste particulièrement préoccupante à Bormes-les-Mimosas dans le Var. Le feu qui s'est déclaré vers 23h hier soir a poursuivi sa progression tout au long de la journée. Plus de 1000 hectares de pinèdes sont partis en fumée. Les flammes atteignent jusqu'à 20 mètres de haut. Clément Veil-Rénal. Vue du ciel, Bormes-les-Mimosas et le cap Bénat disparaissent sous une épaisse fumée. Toutes les collines sont en feu jusqu'à la mer. Un brasier attisé depuis hier par un mistral violent. 10 000 personnes, dont 3 000 campeurs, ont déjà été évacuées, mais le feu n'est toujours pas fixé et menace d'autres habitations. Avec des moyens dérisoires, ce jeune homme essaye de préserver la maison familiale en espérant que le feu n'avancera pas plus. Une fois que ça va passer les maisons là-bas, en haut de la colline, je pense qu'on va quitter la maison. L'incendie s'est déclenché hier soir dans la commune voisine de Lalonde-les-Morts et s'est propagé rapidement à travers le secteur. Plus de 500 pompiers sont à pied d'œuvre et dès ce matin, les Canadair sont entrés en action, mais de nombreux habitants se sentent abandonnés. Ça fait depuis 99 qu'on est sur le Lavandou. Et on n'a jamais vu ça, quoi. La végétation est belle, c'est notre patrimoine. Et là, puis on a l'impression que les pompiers sont impuissants. À la mi-journée, les 4 avions Canadair qui opèrent sur la zone n'étaient toujours pas venus à bout de l'incendie. Actuellement, le feu n'est pas du tout fixé. Nous avons de nombreuses reprises, de nombreux départs de feu dus à ce chantier, effectivement. Mais à l'heure actuelle, les moyens sont conséquents et on arrive donc à maintenir pour l'instant ce feu avec les moyens que l'on a sur place. Ce soir, l'incendie à Bormes-les-Mimosas n'est toujours pas maîtrisé. Et aux alentours de Bormes-les-Mimosas, 12 000 personnes, parmi lesquelles de nombreux vacanciers ont été évacués. Certaines ont dormi sur la plage, d'autres se sont réfugiées dans des salles ouvertes par la mairie. De longues heures d'attente et d'inquiétude. Manon Bougot et Victoria Rouxel. Au milieu des ruines encore fumantes, cet homme déambule, hagard. En l'espace d'une nuit, son entreprise a été ravagée par les flammes. Tout a brûlé. Tout a brûlé, voilà. Il n'y a plus rien. Il y a les jantes et des morceaux de châssis. Il gardait ici les véhicules de plus de 200 propriétaires. Sa maison aussi a été touchée. Elle est désormais inhabitable. Quand le feu s'est déclaré la nuit dernière, Jérôme Massolini était à l'intérieur. La lumière des flammes l'a réveillé. J'ai vu le feu de la chambre qui est ici. C'est-à-dire que quand j'ai vu la lumière autour des volets, j'ai ouvert les volets et voilà, on était à 20 mètres des flammes. Voilà, juste là. Hier soir, l'épais nuage de fumée dominait le panorama, comme le montrent ces images tournées par un vacancier. Plusieurs campings ont été évacués et des dizaines de touristes ont passé une nuit blanche sur la plage. Certains ont tenté de regagner leur lieu de vacances cet après-midi. Mais le feu menace toujours et les vacanciers préfèrent quitter définitivement l'endroit. Regardez derrière vous, il y a un feu énorme. Et vous avez peur? Oui, un peu. Là, manifestement, le feu est trop près. Donc, il vaut mieux partir. Et il y a des petites fumerolles qui tombent. Il y en a 300 là? D'autres s'apprêtent ce soir à passer leur 2e nuit dans ce gymnase. La fatigue se fait sentir et la colère monte. On a été évacués trop tard. Parce qu'on est parti comme ça, on n'a rien, on a juste notre petit sac à main, c'est tout. On va certainement encore très mal dormir, il fait chaud et la journée a été compliquée, surtout avec les enfants.
Ces personnes évacuées s'attendent à passer plusieurs nuits dans les centres d'accueil. Et on retrouve immédiatement Victoria Rouxel à Bormes-les-Mimosas où l'on s'attend effectivement à une deuxième nuit difficile sur place, Victoria. Oui, car les flammes menacent toujours ici. Les campings évacués hier sont donc interdits d'accès jusqu'à nouvel ordre. Ce soir, 3 centres accueillent les vacanciers déplacés, dont le gymnase de Bormes-les-Mimosas qui va augmenter sa capacité d'accueil en ouvrant des salles dans le collège Attenant. Alors pour améliorer les conditions de vie sur place, des lits de camp viennent d'être livrés par la préfecture. Jusqu'à 1200 personnes sont attendues ce soir, rien que dans le gymnase de la ville, car l'incendie est loin d'être maîtrisé à l'heure actuelle. Un nouveau quartier pourrait même être évacué d'ici ce soir. Depuis hier, 1500 hectares sont partis en fumée et de violentes reprises de feu ont eu lieu en début d'après-midi. L'arrivée de 4 Canadair vers 16h a permis de contenir le feu. Mais dès la nuit tombée, les vols seront suspendus et les pompiers seront alors seuls au sol pour combattre les flammes. Merci beaucoup Victoria. Le Var, département qui a payé le plus lourd tribut aux incendies ces derniers jours. Le Premier ministre Édouard Philippe va se rendre sur place ce soir. Triste décompte de cette semaine infernale. Au total, 70 pompiers ont été blessés et ce sont désormais plus de 5000 hectares de végétation qui ont été dévastés depuis lundi. Regardez cette carte. De la Corse au Vaucluse en passant par le Var, c'est tout le sud-est qui s'embrase et ce n'est pas terminé. Ça brûle encore du côté de la Croix-Valmer. Nouveau départ de feu dans les Bouches-du-Rhône, à Carreau, au sud de Martigues. Là aussi, les habitants ont dû être évacués la nuit dernière. Mais le feu est reparti de plus belle cet après-midi, menaçant des maisons. Reportage Estelle Mathieu et Gaël Cara. L'épaisse fumée noire se rapproche des habitations, signe que le feu n'est plus très loin. J'espère que ma maison ne brûlera pas. Et où votre maison? Juste à côté. Juste à côté, c'est-à-dire? C'est ici. En quelques secondes, tout devient noir. La consigne est claire, les habitants de Carreau doivent partir. J'espère que là, ça ne va pas toucher le lotissement quand même. J'ai du mal à évaluer la distance, mais je vois que c'est tout noir, juste le bosquet d'à côté, donc j'espère. On apparaît au plus pressé, on ne sait pas du tout ce qu'on va retrouver. Hein. Vous habitez où, vous? Juste à côté de cette dame, dans la colline, la Pinède. Vous êtes inquiète, là? Ah oui, on est parti, on nous a fait évacuer. Carreau, petit village de la Côte Bleue, où la situation a dégénéré en début d'après-midi. Dans les rues, la visibilité est de plus en plus réduite. Le va-et-vient des Canadair s'intensifie. Le feu se rapproche. Les gens sont inquiets parce que ça dure depuis quand même très tôt ce matin. Et ils ne voient pas d'amélioration réellement. Ils voient de moins en moins, là. Oui. Et le vent fraîchit. Donc je comprends l'inquiétude des gens. Pour bien comprendre ce qui se passe, nous suivons les pompiers dans la Pinède. Normalement, dans cette zone-là, le feu est fixé depuis 11 heures. Quand soudain... Montez dans le camion. Montez dans le camion. Dans le jargon, on appelle cela une reprise. Il est 17h, les reprises se multiplient. Les Canadair reviennent sur la zone. Les changements de direction du Mistral compliquent l'intervention des pompiers. Ce soir, le village de Carreau est toujours menacé par les flammes. Des soldats du feu qui combattent les flammes nuit et jour. 4000 pompiers et militaires de la sécurité civile sont engagés. Alors les dégâts auraient-ils pu être limités si ces hommes étaient mieux équipés? Alors que la France a dû solliciter l'aide de l'Europe pour venir à bout de ces incendies, la polémique prend de l'ampleur. Des syndicats dénoncent leur manque de moyens. Est-ce le cas? La France est-elle effectivement sous-équipée compte tenu des menaces? On fait le point avec Laurence Naon et Antoine Géga. Un départ de feu toutes les 10 minutes, rien qu'en fin de matinée. Le pays peut-il faire face à une telle série noire? Les moyens aériens sont-ils suffisants? La France dispose d'une flotte conséquente de 23 bombardiers d'eau. 2 Dash, 9 Tracker et 12 Canadair avec capacité de largage de 6000 litres d'eau chacun. Cet avion jaune, 42 000. L'arme fatale de la lutte anti-incendie, le seul à pouvoir se ravitailler en plein vol sur les lacs et les mers, le seul à pouvoir voler aussi proche des flammes. Mais aujourd'hui, le syndicat de pilotes est inquiet. La situation est catastrophique. À l'heure où je vous parle, nous avons 13 avions qui sont opérationnels. Donc un tiers de la flotte est au sol. Nous devrions être 84 pilotes opérationnels. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 70.
Donc parfois des avions ne sont pas armés par manque d'équipage qualifié. Le ministère affirme que 19 avions sont engagés, mais sont-ils en bon état? Les trackers arriveront en fin d'exploitation dans les 3 prochaines années. Les Canadair, avions très performants, sont à la moitié de leur durée de vie. Les pannes se multiplient, mais l'aviation civile se veut rassurante. Ce sont des machines qui sont surutilisées. 2 chiffres l'attestent. Depuis 100 jours, nous avons effectué plus de 4500 largages, contre 2000 habituellement à la même période. Les machines tombent en panne, nous les réparons, nous les remontons en service. Face à l'ampleur des feux, la France a sollicité l'aide des pays voisins. Cette coopération européenne fonctionne-t-elle? Nous avions demandé à nos collègues italiens de pouvoir nous envoyer un Canadair supplémentaire, comme nous avions envoyé nos avions au Portugal. Mais cette entraide se heurte à la réalité du terrain. De nombreux pays européens sont aussi touchés par les incendies. Chacun garde donc ses moyens pour y faire face. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le front des incendies. Pour suivre leur évolution, rendez-vous sur le site internet ou l'application France Info. Les assassins du père Hamel ont échoué à exacerber la peur des Français. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron prononcés ce matin à l'occasion de la messe d'hommage à Saint-Étienne-du-Rouvray, un attentat qui a durablement marqué les esprits. Charlotte Gillard et Benjamin Bonte. À l'endroit même où le père Hamel s'est éteint il y a 1 an, l'archevêque de Rouen s'incline à sa mémoire. L'hommage débute au milieu des fidèles, des représentants du culte musulman assis au premier rang, mais aussi du président de la République accompagné de 3 membres du gouvernement. Le Seigneur soit avec vous. Tous réunis pour célébrer l'homme de foi. Dans cette église, le père Jacques Hamel parlait le langage de l'amour. Dans cette église, le père Jacques Hamel a été réduit au silence. L'église est bien trop étroite pour accueillir la foule d'anonymes qui s'est déplacée. Sur le parvis, un écran géant retransmet la cérémonie. Ici, personne n'a oublié ce matin de juillet 2016. Tous les jours, on y repense quand on passe devant l'église. On se rend compte que le temps passe, mais on reste marqué quand même. Un instant pour se souvenir, auxquelles se sont jointes des familles de confession musulmane. À ce que chacun... Et dans toute la religion, il n'y a jamais dit de quoi que ce soit, de qui que ce soit. On doit être main dans la main. Pour surmonter la tragédie, Saint-Étienne-du-Rouvray a choisi la voie de la tolérance. C'est ce que souhaitait sœur Danielle, l'une des rescapées de l'attentat. Moi, je n'ai pas du tout de haine, au contraire, et on a envie de travailler et d'être en lien avec les musulmans, comme je suis tout le temps, comme on y est tout le temps, la communauté. Aux côtés de la sœur du prêtre, le président de la République dévoile cette stèle, hommage républicain offert aux martyrs. Le sourire de Jacques Hamel est devenu ce sourire de résistance, celui de l'humanisme qui se tient droit face à l'obscurantisme. Le procès en béatification du père Jacques Hamel vient de s'ouvrir. Il pourrait être canonisé d'ici 5 ans. Le soulagement des 470 salariés de l'entreprise nordiste Team, ce fabricant de cabines d'engins de chantier situé près de Dunkerque, va être repris par un industriel bulgare. Une offre de dernière minute déposée hier soir. La quasi-totalité des emplois sera préservée. Johan Vanov. Tous réunis au tribunal de commerce de Lille ce matin. Les salariés de Team respirent enfin. Les larmes aux yeux, c'est la joie qui l'emporte. Un soulagement total après des mois et des mois de combat, des mois d'incertitude. Je pense qu'aujourd'hui, là, nous avons tous le soulagement. Au moins, on pourra penser à l'avenir et la pérennité du site. L'entreprise est sauvée. La moitié des cadres et l'intégralité des ouvriers gardent leur emploi, soit 446 sur 470 salariés. Le repreneur, le voilà, Phil Filipov, un industriel bulgare. On va faire montrer à M. Filipov qu'il a raison de nous faire confiance. On a un savoir-faire, on a un respect de notre travail, on va aller de l'avant. Team fabrique des cabines d'engins de chantier. Il y a 1 an, Caterpillar, son principal client, avait arrêté brutalement la plupart de ses commandes.
Pour attirer le repreneur bulgare, la région a dû mettre de l'argent sur la table. On peut reprocher à la région de mettre 3,5 millions d'euros en avance remboursable en disant c'est beaucoup d'argent. Mais attendez, si demain un chef d'entreprise vient nous dire on va s'implanter ici et on crée 500 emplois, qu'est-ce qu'on fait? On lui déroule le tapis rouge. Eh bien pour moi, un emploi sauvé, ça vaut autant qu'un nouvel emploi créé. Et bravo à tout le monde. L'État aussi a mis 2 millions d'euros dans l'affaire. Les salariés vont pouvoir partir en vacances, soulagés. Séance houleuse à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Au-delà des débats sur le fond, des élus s'emportent contre l'amateurisme de certains députés de La République En Marche. Échanges musclés, hués, un baptême du feu pas toujours simple pour la nouvelle majorité. Lila Afaf, Caroline Motte et Vassila Kamli. Vraiment, ça devient pénible. Ça devient pénible. Coup de gueule des communistes. Vous menez ces débats d'une façon incompréhensible. Puis c'est au tour de la droite de s'insurger contre l'amateurisme des députés de La République En Marche. Ici, on n'est pas dans une phase d'apprentissage, on fabrique la loi. Cible des critiques, la présidente de séance, Carole Bureau-Bonnard, novice dans l'exercice. Attendez. Excusez-moi. Très critique envers la majorité présidentielle, la France insoumise montre du doigt à son tour son inexpérience. Quand la décision est prise d'envoyer des vice-présidentes en présidence de séance dans le contexte qu'on sait, avec des votes sur le verrou de Bercy, etc., où on sait que ça va être tendu, sans les briefer, sans les préparer, moi j'en veux à ceux qui ont pris les décisions de les envoyer à la présidence de ce genre de séance, quoi. La disparition de la réserve parlementaire ou encore l'obligation d'un casier judiciaire vierge pour les candidats ont été ces derniers jours l'objet de crispations. Ce chaos agace les députés de l'opposition et retarde les débats sur le texte de la moralisation de la vie publique. Cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ne sait pas vraiment faire son travail. Moi, ce que je reproche à ces députés En Marche, c'est de rien connaître à l'État, d'être en réalité aux ordres de l'Élysée. Du côté de la majorité présidentielle, on reconnaît le manque de professionnalisme, mais on réclame un peu de tolérance. On est tous des débutants, donc c'est évident qu'il faut qu'on apprenne et que tout ne se fait pas en un jour. Avec le temps, ces petits soucis vont s'atténuer très nettement. Oui. La fin des débats est prévue pour ce week-end. Il reste encore près de 750 amendements à examiner. Et on s'évade à présent. Notre série de l'été au fil du lac nous emmène ce soir dans l'Hérault, à 1 heure de Montpellier, au lac du Salagou. Des paysages grandioses, avis aux amateurs de grands espaces. Un reportage signé Florence Mathieu et Fabienne Blévis. Un paysage de bout du monde. Un désert rouge au cœur de l'Hérault. Et au milieu, un lac, le Salagou. Seule étendue d'eau dans ce territoire aride, un lac créé par l'homme dans les années 60 pour irriguer les terres. « 27 km de sentiers entourent le lac. On est sur un ancien volcan qui a entièrement été érodé. Un lieu chargé d'histoire et de curiosité. Sur les rives se trouve un village fantôme, le village de Celle. Il aurait dû être englouti par la mise en eau du lac. Ses habitants ont été chassés, mais il n'a jamais été inondé. Mais encore aujourd'hui, je rencontre des anciens qui pensent qu'il y a le village sous l'eau. C'est pas le cas. Moi, quand j'étais petite, je venais là avec l'école et on nous disait « Mais attention, quand vous vous baignez, il y a le clocher de l'église, vous prenez pas les pieds, il faut pas aller au milieu. » Le milieu du lac, le rendez-vous des pêcheurs. Le plus gros poisson qu'on ait pêché, c'était un brochet en 2016 qui faisait 1,24 m. C'est assez impressionnant. Hein. Regardez, il y a une écrevisse là. On va essayer de l'attraper. Voilà. Alors, elle se met tout de suite à la défensive. Hein. Les pattes en l'air. Une écrevisse rouge écarlate. Au Salagou, les espèces animales se sont adaptées à la terre colorée. Philippe Martin les étudie depuis des dizaines d'années. Là, il y en a partout. Là, il y en a 3 là. Ici, tous les criquets sont rouges. On appelle ça du mimétisme. Beaucoup d'animaux, les perdrix rouges, les batraciens, tout ça, même des serpents deviennent presque de la couleur de la roche pour ne pas se faire dévorer par les prédateurs, les oiseaux, les reptiles carnivores.
Ce scientifique connaît mieux que personne les alentours du lac, ces roches devenues rouges grâce à la présence d'oxyde de fer dans la terre. Aucune pierre n'a de secret pour lui. Alors voici le calendrier géologique local. Les roches rouges de 250 millions d'années, 245 millions d'années, 160 millions d'années et les volcans, il y a seulement 1,5 million d'années. Un patrimoine géologique unique en Europe. Chaque année, 400 000 touristes viennent profiter des grands espaces qui bordent le Salagou. Une eau à 26 degrés et la tranquillité garantie. Mais quand le vent se lève, le lac prend des allures de mer. 25-30 nœuds de vent, donc à peu près 55 km/h en rafale. Pour tout ce qui va être funboard, kitesurf, c'est juste le paradis. Juste derrière le lac, un autre paradis, celui des amoureux. Ils laissent sur le sol une trace de leur passage, des cœurs de petits cailloux blancs, une tradition qui porterait bonheur. Un peu plus haut, à flanc de colline, les vignes, irriguées par le Salagou, plantées dans une terre très riche en minéraux. Dans la famille Dardet, on les cultive de père en fils. Elles donnent un vin typique, puissant. Cette terre rouge, cette argile rouge est un exhausteur de goût. On a des arômes qui sont francs et précis. Là, il est bon. Aujourd'hui, le lac séduit tous ceux qui s'en approchent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour tous les gens de la vallée du Salagou, quand le lac a été mis en eau, ça a été un terrible traumatisme. Il faut pas se tromper. Il y a des gens qui ont été obligés de partir de leur maison. Et après, on a appris à vivre avec lui. Et quelque part, maintenant, on trouve que c'est tellement beau, quoi. Ça fonctionne. Le paysage, le lac, le rouge, le vert, le bleu, ça fonctionne. On s'y est attaché, quoi. La vallée du Salagou est devenue un site classé, un territoire protégé qui restera sauvage. Les sports avec du football et les Françaises n'ont pas le droit à l'erreur ce soir face aux Suisses si elles veulent se qualifier en quart de finale. Dernier match de poule de l'Euro féminin pour les Bleus à suivre sur France 3. On retrouve tout de suite Fabien Lévesque et Marinette Pichot en direct de Breda aux Pays-Bas. Et elles n'ont pas le choix, ces Françaises. Il faut qu'elles gagnent. Et ce soir, on aura tous le cœur bleu, blanc, rouge, effectivement, tous derrière l'équipe de France. Alors, un point suffit pour aller en quart de finale, mais on attend plus de cette équipe entraînée par Olivier Chouafny. On attend un déclic ce soir, Marinette Pichon. Oui, on attend un déclic et d'ailleurs, le sélectionneur a aligné une équipe extrêmement offensive car il ne souhaite pas se contenter d'un match nul. Rendez-vous donc 20h35 ici en direct des Pays-Bas pour ce match capital pour l'équipe de France. Merci beaucoup et bon match à vous. Un dernier adieu à Claude Rich dont les obsèques ont eu lieu cet après-midi à Rougevale dans les Yvelines. Plusieurs personnalités du monde du cinéma et du théâtre étaient venues se recueillir. Parmi elles, Claude Brasseur. Claude Rich s'était éteint jeudi soir à l'âge de 88 ans. L'immense acteur à la voix particulière et au regard malicieux aura joué dans une 50aine de pièces et près de 80 films. Dans un instant, la météo, puis tout le sport à 20h45. L'Euro féminin de football et le match France-Suisse. Le Grand Soir 3, c'est à 23h, présenté par Anne Bourse. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.